You only podcast twice, oh so beware. Le name is Bond, Kino Bond. Bonjour et bienvenue dans Kino Bond, donc, le podcast sur la saga, la franchise James Bond. On est toujours à l'ère Sean Connery pour l'instant. On va passer bientôt à l'ère Roger Moore dans quelques jours avec L'Homme au pistolet d'or. Je ne sais pas si nous ferons les Dalton ou si nous ferons beaucoup de ceux avec Brosnan, qui est un merveilleux acteur, mais qui n'a peut-être pas eu le meilleur matériel de la série. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal quand même, avec des très belles scènes. Et bien sûr, on va encore faire un ou deux avec Daniel Craig, en particulier Skyfall, et Spectre, qui est le mal-aimé de la série, avec Quantum of Solace. Je n'aime pas Quantum of Solace, mais j'aime beaucoup Spectre, en revanche. Donc ça, on en parlera probablement un jour. Euh, dans le futur, dans un futur proche. Mais pour l'instant, on ne vit que deux fois. Lewis Gilbert, 1967, un des meilleurs de la série. Ça aussi, c'est peut-être un petit peu controversé comme opinion. Mais après, l'avant-dernier que j'ai fait, qui n'est pas encore publié, qui est sur Opération Tonnerre, eh bien, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à revoir On ne vit que deux fois qu'Opération Tonnerre, qui et à ces séquences sous-marines interminables dont je vous parlerai néanmoins dans quelques jours. Mais pour l'instant, nous sommes au Japon, quasiment pendant tout le film on est en Asie et en particulier au Japon. C'est le premier James Bond qui se tourne au Japon. Il s'inspire très peu du livre de Fleming. Il ne garde que le titre, commençant une tradition de film qui ne garde plus que les titres des livres pour s'éloigner au maximum des histoires d'origine qu'avait écrit Fleming. Et cette fois-ci, c'est intéressant. En fait, c'est un des films qui m'a beaucoup plu en le revoyant. Je l'avais déjà beaucoup aimé quand j'étais jeune. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais je m'en rappelais quand même pas mal encore. Et puis, behind the scenes, pardon pour mon anglais, derrière, en coulisses, en fait, il s'est passé des choses vraiment très intéressantes. Et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Alors on va commencer par le scénario, parce qu'en fait, Ian Fleming, l'écrivain, l'auteur de la série, était très ami avec Roald Dahl, le merveilleux Roald Dahl, qui a écrit James et la pêche géante, qui a écrit Mathilda, et toutes sortes de merveilleuses nouvelles pour enfants. Ils se sont rencontrés sur le circuit des auteurs pour enfants, parce que Ian Fleming, en plus d'être l'auteur de James Bond, avait écrit Chitty Chitty Bang Bang, l'histoire de cette voiture qui vole. Donc il était également un écrivain pour les tout petits et pour les plus grands. Et il a demandé personnellement à Roald Dahl s'il pouvait s'occuper du scénario. Alors, Roald Dahl est intéressé, il aime le personnage, il est pote avec Fleming, comme je disais, et il a un problème, c'est qu'il dit que c'est le livre le moins intéressant de tous les James Bond à adapter à l'écran, puisque c'est essentiellement un travelogue, comme moi aujourd'hui en Chine, le Nouvel An, l'année du serpent, mon année, et celle de ma fille. Donc, il n'y a pas beaucoup de scénarios, il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais en revanche, il y a Blofeld. Blofeld est le spectre. Donc, Blofeld, dans une de ses premières apparitions, avant on avait vu les mains et le chat, on se rappelle de la merveilleuse théorie de 007 Bon, mon cinébuddies qui pense que en fait, c'est le chat qui est à la tête de Spectre et que tout vient du félin. Voilà. Donc, je pense qu'il a raison. Mais cette fois-ci, on découvre le visage de Blofeld et je vais vous en parler dans quelques instants. Donc pour l'instant, Roald Dahl écrit le livre. On va voir pas mal de choses un petit peu racistes aussi dans le film qui aujourd'hui paraissent extrêmement démodées. Mais il y a toujours Sean Connery, Sean, qui est encore magnifique, même s'il commence à s'empâter de plus en plus. C'est quand même James Bond. Il n'y a pas de doute. Alors les perruques sont un peu plus douteuses, en particulier quand il est en japonais, mais ça on va en parler un peu plus également de la deuxième partie. Rions un peu. Mais bon, il est quand même extraordinaire. Alors, il y a des gens qui disent, comme c'est le dernier film que Sean a fait, en tous les cas avant de revenir quelques années plus tard pour Les Diamants sont éternels, où il est encore plus fatigué, eh bien, il a été remplacé par la suite par George Lazenby, qui ne ferait pas une très grosse apparition, mais on va quand même couvrir ce film dans la série parce qu'il y a Diana Rigg, donc pour une des meilleures Bond girls, ça vaut le coup de le faire. Et c'est intéressant de voir Telly Savalas dans un Blofeld plus brutal, mais Lazenby laisse un peu à désirer. Il est bien dans les scènes physiques, mais ça n'est pas complètement James Bond, et puis surtout, ça l'intéressait pas de jouer James Bond. Il préférait fumer des joints que boire des martinis. Cheers. Shaken, not stirred. Une des meilleures scènes de Casino Royale, c'est quand Daniel Craig arrivait au bar comme ça et commandait un martini pendant la partie de poker avec le chiffre.
Et le barman lui disait shaken or stirred? Et Daniel Craig lui répondait do I look like I care? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Donc c'était vraiment la prequel, et avant que Bond ne devienne Bond. Mais la Bond est Bond. Et il arrive au Japon. Sean Connery arrive au Japon. Déjà, il a des gros problèmes avec les brocolis. On a vu que dans une émission de télé, on lui avait demandé qui était le plus terrible méchant de la série. Il avait répondu Albert Broccoli. Donc, il y avait un très gros différend financier entre Salzman, Broccoli et Sean Connery. Et il ne voulait pas le payer. En fait, il gagnait des fortunes et il le payait assez peu sur plusieurs films. Ils lui ont proposé même $1 million pour revenir au service secret de Sa Majesté, mais il en avait marre. Et je vais vous raconter tout de suite pourquoi il a craqué nerveusement. Parce qu'en fait, il est revenu pour Les Diamants sont éternels avec ce $1 million que lui proposaient effectivement les brocolis. Donc là, il veut plus parce qu'il arrive au Japon. Et au Japon, alors c'est la Bond mania. Il y a eu avant Opération Tonnerre, Goldfinger, Dr. No, c'est une des plus grosses franchises du monde. C'est les films Marvel avant l'heure. Et Sean Connery est une immense star au Japon. Et les fans japonais sont particulièrement agressifs parfois, et aimants aussi, amoureux, merveilleux. Mais là, ils lui pourrissent la vie. Les paparazzis japonais ne le lâchent pas. Il y a même une photo de lui aux toilettes. Alors là, il devient fou et il veut plus jamais jouer James Bond, tellement il a peur surtout de ce qu'on appelle en anglais le typecasting, qui est qu'on lui mette une espèce d'étiquette. Et c'est exactement ce qui va arriver, parce qu'il va mettre au moins 10 ans après pour s'en remettre, même si, comme je le dis souvent, dans l'intervalle, il fait des films merveilleux, heureusement, comme La Rose et la Flèche, ou L'homme qui voulait être roi, et continue quand même à cimenter sa place dans le cinéma, et on réalise avec le temps qu'il n'a pas chômé, et a eu également un second souffle avec le grand Sidney Lumet, qu'il a redécouvert avec La Colline des Hommes Perdus, le gang Anderson, pardon, et gang Adams, n'importe quoi, et donc une série de films avec Lumet, dont The Offense. Excusez-moi, je ne connais pas le titre français, où il joue un flic, et on dirait une espèce de film de Chabrol dans la banlieue anglaise, et c'est très étonnant parce que Sean Connery se métamorphose et prouve qu'il n'est pas seulement James Bond, mais aussi un grand acteur. Ça fait partie de ces rôles que prennent les James Bond pour retirer le smoking et jeter le martini le plus loin possible, un petit peu comme ces jours-ci a fait Daniel Craig quand il joue William S. Burroughs dans Queer, où il joue un homosexuel refoulé et qui vit une histoire tragique avec un jeune homme qu'il n'aime pas. Donc là, c'est vraiment, on sent qu'il a plus du tout envie de monter dans une Aston Martin. Mais, et je vous interdis de m'appeler Martin, mais il est, donc Craig, on en parlera en temps voulu, mais là on va parler de Sean. Donc Sean dit non, c'est fini, et on sent sinon une lassitude, du moins une fatigue par moment dans le film, peut-être aussi un soulagement de passer à autre chose, de passer à une autre époque de sa carrière. Et je me demande, dans cette espèce de lutte entre les brocolis et lui, s'ils ne se sont pas un peu foutus de sa gueule dans le film, parce que vous allez voir, quand il est habillé en japonais, c'est le japonais le plus improbable de l'histoire du cinéma, avec Mickey Rourke dans Des petits déjeuners à Tiffany's, Diamant sur canapé peut-être en français, et Marlon Brando dans La maison, The House of the Tea Leaves, je ne sais plus très bien, c'est un film où Brando joue un japonais. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à regarder des photos sur le net pour vous en payer une bonne tranche. Mais là donc, il l'habille successivement en japonais, ensuite il est habillé comme Toulouse-Lautrec, comme Peter Sellers quand il est habillé dans Toulouse-Lautrec dans La Panthère Rose. Il est dans un bateau avec une jeune japonaise ravissante dont nous allons parler également dans quelques instants, et ils lui ont mis un chapeau, un foulard, et on dirait une espèce de peintre ridicule. Et à la fin, il a un col roulé gris, et il est un petit peu trop potelé, pas potelé, c'est pas le mot, mais il est un peu fort pour ce genre de tenue, et alors qu'il est encore très très en forme. Il est mince, il est athlétique, mais ce col roulé à la fin et cette espèce de cagoule grise de ninja ne l'avantage pas complètement. Alors, est-ce que c'est une vengeance des brocolis? Nous ne le saurons jamais. Mais pour l'instant, parlons un petit peu. Qui dit James Bond dit Bond Girl. Et bien sûr, comme nous sommes au Japon, cette fois-ci, les Bond Girls sont japonaises, elles sont absolument superbes. Ce sont deux merveilleuses actrices de la Toho. Elles avaient fait les films les films de Godzilla, donc c'était déjà des noms à l'époque, mais il y avait un petit problème, c'est qu'elles ne parlaient pas bien anglais, ni l'une ni l'autre. Alors, dans un premier temps, je vais dire leur nom, je lis mon cahier, parce que c'est pas que je ne voudrais pas écorcher leur nom. Akiko Wakabayashu, pardon, je recommence, on la refait, deuxième prise, moteur, action, Akiko Wakabayashi. Donc, Mi Hama,
Alors au début, Mi-Ama devait jouer le rôle de l'agent secrète qui aide James Bond dans sa mission, et tandis que Akiko, elle devait jouer le rôle de cette jeune femme qui vit sur une île et qui épouse James Bond pour lui donner tout d'un coup une identité japonaise. J'en ris encore. Une dame vient de participer à mon show à son insu. Mais donc, euh, ces deux femmes, les brocolis, Salzman et Broccoli, se rendent compte que Amy, celle qui devait jouer donc pardon, qui devait jouer donc l'associé de James Bond, ne parle pas du tout anglais. Elle a beaucoup de mal, et malgré les cours qu'ils prennent en amont du film, elles n'arrivent toujours pas à dire les répliques. Et elle arrive tellement peu à dire les répliques qu'ils ne peuvent même pas la doubler, qui est une grande tradition des Bond girls. Souvent, elles sont doublées, ou même des méchants en Goldfinger. On se rappelle que Gerd Freub était doublé parce qu'il n'avait pas une voix assez menaçante. Ce n'est pas le cas de Donald Pleasance, comme vous allez le voir dans quelques instants. Mais donc, on annonce à Mi-Ama qu'elle va être renvoyée, et on charge l'acteur japonais qui joue Tiger Tanaka. In Japan, Mr. Bond, men come first. Call me Tiger. Tiger Tanaka, c'est un merveilleux acteur japonais qui est doublé lui aussi, et qui donc fait l'allié de James Bond, et à qui on confie la mission, les brocolis qui sont trop lâches comme tout, confient la mission d'annoncer à cette jeune actrice japonaise qu'elle est renvoyée. Alors il part dîner avec elle, et le lendemain matin, l'acteur qui joue Tiger, qui d'ailleurs au départ ça devait être Toshiro Mifune, mais il faisait Grand Prix, donc il n'a pas pu le faire. Mais donc cet acteur revient et il est livide. Jean-Louis Livide, il se retrouve face au brocoli, et tout d'un coup il dit il y a un très grand problème. Si vous la virez, elle a dit qu'elle allait se suicider. Alors là, j'espère que ce mot ne va pas faire que ça va sauter sur YouTube. L'algorithme va se réveiller, comme Blofeld. Toujours est-il que là, les producteurs prennent ça très au sérieux, les histoires d'honneur au Japon, les harakiri, les seppuku, toutes ces choses-là. On rigole pas avec ça, donc ils switchent les rôles. Tout d'un coup, elle devient la femme qui va épouser James Bond parce qu'elle a beaucoup moins de répliques, et elle va réussir tout d'un coup à dire ses répliques, alors que l'autre qui a un plus grand nombre de répliques, excusez-moi, ces dames chinoises arrivent. Voilà, ce sont mes invités, ce sont mes Bond girls. Et donc, elle switch le rôle, et heureusement, Amy, ou plutôt Mi, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai continué à l'appeler Amy, ne mettrait pas fin à ses jours. Alors, le film est comme quand même le travelogue que tous les James Bond étaient à une certaine époque, à l'époque où on voyageait un peu moins, où ça faisait rêver de voir ces espèces de carnets de voyage. Alors, c'est un peu moins spectaculaire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, pas très loin après la Seconde Guerre mondiale, on découvrait un peu le Japon, on découvrait la richesse de cette culture. Et quand Bond va à un match de sumo, longtemps avant que Roger Moore n'y aille dans L'Homme au pistolet d'or, dans quelques jours son Kino Bond, eh bien, c'est un vrai match de sumo, c'est absolument magnifique. Le mariage de Bond, où il est en japonais, est également un vrai mariage local. Donc on a une très belle présence de couleurs locales. Moi, je suis assez fasciné par la culture japonaise, donc ça m'a plutôt plu, plus que les combats sous-marins de Thunderball. Mais donc, on va parler donc un petit peu des grandes scènes du film. Mais avant ça, je voudrais quand même rendre un grand hommage au monsieur qui donne le look à son film, qui est Ken Adam, et qui dit ils vont visiter donc le Japon en amont, une fois de plus, Broccoli, Salzman et Ken Adam. Quel con. Et dans le livre, Blofeld habite sur un château au bord de la mer, dans un château au bord de la mer. Donc ils font un repérage effréné, et ils ne trouvent pas de château. Il n'y a pas de château au Japon. Avez-vous vu le nouveau château, le Zozo? Donc pas de château. Et ils se retrouvent tout d'un coup, je crois que c'est Broccoli, qui a parfois des espèces de coups de génie, des vraies idées, et qui voit un volcan, et qui dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la base dans un volcan? Alors il se tourne vers Cavadam, et lui dit combien ça coûte? Cavadam réfléchit, fait son devis dans sa tête, et dit 1 million de dollars. Et ce qui est absolument fou quand on réévalue avec l'inflation et par rapport à ce qu'on dépensait à l'époque, c'est le budget d'un film. Alors donc c'est déjà très avant-garde, très moderne comme façon de voir un film. Et Broccoli, qui sait que le volcan, le repère du méchant, va être une des stars du film, accepte. Et là, Ken Adam fait un travail absolument magnifique, puisque
il y a un véritable monorail on voit atterrir un hélicoptère, ça c'est peut-être fait avec des plates, mais je veux dire, il y a une vie dans ce volcan qui est absolument extraordinaire. Et on verrait que ce serait très parodié, bien sûr, par la suite, en particulier Donald Pleasence, dont on va parler maintenant. Alors, Donald Pleasence, c'est pas lui qui était choisi au départ. Ils ont choisi un acteur qui s'appelle, je crois, John Wenrich, qui est arrivé sur le plateau et qui a fait une semaine de tournage. Alors, c'était un monsieur plutôt à l'air sympathique, avec une barbe, et ils ont commencé à regarder les rushs, c'est-à-dire c'est ce qu'on tourne dans la journée et qu'on regarde le soir sur la table de montage ou dans une cabine de projection, dans une salle, et il s'est rendu compte, et Broccoli a dit il ressemble au Père Noël. Donc ils ont eu un problème, parce que c'est dommage que James Bond affronte le Père Noël, et ils ont viré ce pauvre homme qui ne s'est pas suicidé, lui, contrairement à ce qu'avait menacé Mi, et ils l'ont remplacé par Donald Pleasence. Alors, Donald Pleasence, c'est toujours un plus, hein, si vous voulez. Si vous mettez Donald Pleasence dans votre film, ça va être bien. Dr Loomis, bien sûr, Polanski, à chaque fois qu'on voit Donald Pleasence, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et là, il a absolument compris le personnage de Blofeld. Il reste le plus grand Blofeld jusqu'à ce jour, ce qui explique aussi pourquoi je fais cette émission. C'est en hommage à Donald Pleasence, qui ferait également un extraordinaire méchant dans Colombo. Il fait un œnologue qui affronte Colombo. Il y a véritablement un véritable duel d'intelligence entre les deux. Et là, il est un Blofeld absolument extraordinaire. Alors, il cherche la difformité de son personnage, un grand classique des méchants de Bond. Il pense à boiter, il pense à avoir une bosse et tout, etc. Et puis d'un coup, il a l'idée géniale de l'œil, cet œil détruit que reprendrait Christophe Valls de façon un peu moins convaincante dans Spectre. Et à la fin de Spectre, spoiler alerte, et donc là, Donald Pleasence a cette idée, il le regretterait par la suite parce que la colle lui fait mal à la rétine. Il se retrouve avec le même problème de cornée qu'avait Malcolm McDowell et la méthode Ludovico quand Kubrick lui avait détruit les yeux. Mais donc cette fois-ci, il le fait et ça reste absolument mémorable. Je parlais de parodie, c'est vrai qu'on se rappelle bien sûr d'Austin Powers qui parodierait essentiellement donc ce film avec un petit peu de Goldfinger aussi et certains des autres. Mais le méchant, c'est un hommage à Donald Pleasence qui le mérite bien et qui est absolument extraordinaire dans le film. Point bonus, le titre est prononcé dans le film. Donald Pleasence se tourne vers Bond qui lui dit qu'il n'est pas mort et l'autre lui dit « You only live twice, Mr. Bond ». Et il le fait magnifiquement, donc c'est toujours un plus. Alors maintenant, on va parler d'un autre plus, qui sont les gadgets du film. Je voudrais également rendre hommage à Desmond Llewellyn, qui fait le Q, l'homme qui s'occupe des gadgets, l'homme qui s'occupe de tous les gadgets de James Bond, et qui est absolument magnifique, parce qu'il a une espèce de relation antagoniste avec Bond, qu'ils ont repris d'ailleurs avec Daniel Craig et le grand Ben Whishaw, et ils en ont fait cette fois-ci une espèce de jeune geek, donc Bond est une relique, un dinosaure, mais cette fois-ci c'est Llewellyn qui ne supporte pas et qui n'arrête pas de dire « Pay attention Bond ». Et faites attention à ce que je vous dis. Et Bond est comme une espèce de petit enfant dissipé. Et cette fois-ci, il y en a plein de gadgets dans le film. Alors ça, j'adore. Il y a la cigarette qui tue. Il y a la petite Nelly. Alors la petite Nelly, c'est ce petit avion portable qui existe à l'époque et qui est assez spectaculaire. Le type qui l'a construit, le piloterait lui-même. Il s'appelle Wallace, je crois. Et ça donne des séquences vraiment très spectaculaires en fait. On se rend compte que Lewis Gilbert est un très bon metteur en scène d'action, c'est très très bien filmé les combats. En particulier, je vais vous parler dans quelques instants d'un combat très spectaculaire au début du film. Mais ce qui est remarquable, c'est que Lewis Gilbert, avant, n'avait fait que des tout petits films en fait. Il avait fait des petits films de guerre. Il avait fait en particulier une comédie qui avait eu beaucoup de succès l'année précédente, qui est Alfie, avec le grand Michael Caine. Alors les Brocolis, chapeau aux Brocolis quand même et à Salzman, parce qu'ils vont chercher des metteurs en scène assez intéressants quand même à chaque fois. Et ils vont voir Lewis Gilbert qui refuse. Lewis Gilbert, il a l'habitude de faire des petits budgets, il n'a pas du tout envie de se lancer dans une espèce de monstre comme un James Bond. Et à ce moment-là, Broccoli, qui lui dit, le prend entre quatre yeux, il lui dit « Tu sais que si tu fais ce film, tu vas avoir le plus grand public que tu as jamais eu de ta vie. Alors, pépère. » Il est assez familier comme ça. Et l'autre lui dit « D'accord. » Il finit par accepter, et heureusement, parce qu'il a fait un très bon film. Alors, il en ferait deux autres, un très bon et un peu moins bon.
L'espion qui m'aimait, le meilleur de Roger Moore, et Moonraker, qui était un peu moins bon, mais qui a des très bonnes choses dedans. Et on peut se rendre compte qu'à chaque fois, c'est exactement le même scénario. C'est-à-dire qu'on vole un gros, on vole une fusée, on vole un sous-marin au début, et puis c'est exactement les mêmes points de scénario qui sont à chaque fois, avec des Bond girls différentes. Cette fois-ci, la méchante rappelle Fiona Volpe dans Opération Tonnerre. Elle est formidable. Elle finit mangée par des piranhas, un grand classique, indémodable. Et elle amène une vraie force au film. Il y a un truc un petit peu bizarre, c'est qu'elle essaye de tuer Bond en l'emmenant dans un avion et en sautant en parachute après lui avoir prisonné les mains, alors qu'il suffisait de lui mettre une balle dans la tête, ce serait peut-être plus facile. Mais moins spectaculaire, certes. Donc, formidable Bond Girl et formidable également chanson. J'aime beaucoup la chanson de générique que j'ai charcutée, que j'ai abîmée en début d'émission. Et c'est Nancy Sinatra qui la chanterait. On propose comme d'habitude à Frank Sinatra de le faire, il refuse. Et après 25 prises, elle finirait par y arriver. C'était très compliqué. Il paraît que John Barry a mélangé les 25 prises. Alors c'est un peu kitsch, puisque c'est de l'orientalisme vu par des occidentaux, mais en même temps, il y a la voix de Nancy Sinatra, et il y a une vraie mélodie, et puis c'est une vraie musique de Bond, dont je suis très fan, comme une musique quand même de la grande époque. Alors, c'est vrai que le film est un petit peu raciste par moments, en particulier quand James Bond dit qu'il va se transformer en japonais. Alors, c'est absolument ridicule parce que ce type qui fait 1m90 ou 1m85 a donc une tête de plus que tout le monde. Et on voit Sean Connery qui est obligé de se voûter pour être à côté de sa femme ou des Japonais pendant la cérémonie du mariage. On lui a mis une étrange perruque de Jules César japonais. On lui a mis des choses pour lui brider les yeux et c'est aussi offensant que ridicule et drôle à la fois. Donc, si vous voulez rire, regardez Sean Connery habillé en japonais, ça vaut le coup. Et c'est vrai que on se demande pourquoi, parce que c'était vraiment parfaitement ridicule et c'est en bordure de parodie tout d'un coup. On n'est plus tout à fait dans le sérieux d'un Dr No ou d'un Bon baiser de Russie et on part déjà un petit peu vers les excès qu'on verrait avec Roger Moore, c'est-à-dire quelque chose de plus léger, de plus comique, et qui finirait par avoir dans Moonraker un pigeon qui fait un double take. Donc voilà, ça prend un petit peu ses racines avec Sean Connery déjà, qui, bien qu'étant plus sérieux, a quand même déjà un petit côté un peu ridicule et rigolo. Donc, je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, il y a, en parlant de racisme, au début du film, Sean, je vais vous le faire en anglais, hein, parce que Sean en français, c'est Yves Montand. Donc, il est comme ça au lit avec une jeune chinoise, d'ailleurs, trivia intéressante, j'ai deux trivias intéressantes. Il est avec cette jeune chinoise au lit et elle reviendrait, donc elle est à la table de baccarat avec Daniel Craig dans Casino Royale. C'est donc extraordinaire le voyage qu'elle a fait cette femme. Donc il est au lit avec elle et il dit, il est un peu surpris, il est un peu sceptique comme ça, il dit, why do Chinese women taste different? Il se demande pourquoi les femmes chinoises ont un goût différent. Et ensuite il continue en disant, I like Peking duck and I like caviar. Il aime le canard laqué et il aime le caviar, il aime les deux. Donc ça arrive à... Ah, chinois très bruyant derrière moi. Il arrive à être à la fois raciste, comme moi à l'instant, et donc c'est absolument ridicule. Alors, pour terminer, je voudrais juste rendre un coup de chapeau à un extraordinaire combat, qui est un des meilleurs combats de la série, qui est James Bond affrontant ce japonais extrêmement costaud dans le bureau du méchant, après avoir été kidnappé. Donc, il y a tout un combat extraordinaire. C'est une des premières fois, non seulement qu'on voit, je crois, des ninjas dans les films, ça c'est assez moderne, et surtout qu'un type se bat avec un canapé. Sean Connery attrape un canapé et commence à frapper cet énorme homme de main avec son canapé. Et en fait, il se sert de tout ce qu'il y a dans la pièce pour se battre. Alors ça, c'est un grand classique de Jackie Chan, mais on ne l'avait peut-être pas beaucoup vu avant en dehors des films de Kung Fu. D'ailleurs, ce film, quand on arrive dans l'école de Kung Fu et de ninja, on est vraiment en plein dans un film déjà de Bruce Lee avant l'heure, avec des combats de karaté, des ninjas, des combats de sabre, qui seraient repris un peu dans L'Homme au pistolet d'or dans quelques jours sur Kino Bond. Donc, en veux-tu, en voilà. Mais effectivement, ce combat est très spectaculaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le type contre qui se bat Sean Connery, et ce sera le dernier trivia du jour, pour cette émission un peu longue et je m'en excuse,
C'est un catcheur extraordinaire, un catcheur de l'époque qui était un peu connu, qui s'appelait The Flying Hawaiian, le Hawaïen volant, et qui est le grand-père de The Rock, de Dwayne Johnson. Donc c'est extraordinaire, c'est aussi cette dynastie d'acteurs et de catcheurs qui ont marqué le cinéma d'action à travers les âges. Ceci achève ce Kinobond. Merci. On se retrouve dans quelques jours pour un Kinopod, un Kino Solo, un Kinobond, qui sait. Et avec mes cinébuddies, chers à mon cœur, que je salue. Et merci, mes abracadamis, d'être toujours avec moi dans cette aventure. On a plein de surprises. On a un hommage à Bertrand Blier qui arrive, RIP, un buffet froid de derrière les fagots, et plein de très belles choses encore pour 2025. Je vous souhaite une très belle année du serpent. À bientôt. You only podcast twice. Oh, so beware.